Et j'ai le plaisir d'animer cette session consacrée à la présentation de l'ouvrage de la chercheuse ici présente Laurence Touroud, qui est aussi ma collègue, intitulé « Prévenir les handicaps et les violences, la posture de l'entre-deux en éducation ». Je vous remercie d'être venus, les amis, les collègues, les étudiants, c'est un plaisir. Donc, pourquoi réunir ces deux thématiques? Le handicap comme la violence pose des problèmes récurrents au système éducatif. Ce sont deux thématiques généralement traitées de façon séparée. Je les ai moi-même traitées de façon séparée pendant de nombreuses années. Et puis, l'idée m'est venue de les réunir à cause des voies de prévention communes que j'ai découvertes. Handicap et violence présentent de nombreux points communs. Le handicap fait violence dans la mesure où il touche à l'identité du sujet. Il laisse planer la menace de l'exclusion et la violence produit du handicap dans les interactions sociales et pédagogiques. J'entends par violence la violence perçue au sens de Éric de Barbieux, professeur de sciences de l'éducation à Bordeaux, et initiateur du texte ministériel de 2013 sur la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. De Barbieux dit la violence, c'est ce qui m'arrive et que je décrypte comme tel. Il s'agit donc d'intégrer les éléments subjectifs et c'est pourquoi aussi j'ai élargi mon objet à la question de la difficulté scolaire pour travailler ce que j'appelle les rencontres manquées en contexte scolaire ou encore le manque d'entre-deux. Pris au sens large, handicap et violence ont en commun d'exposer les sujets au risque d'exclusion. Dans les deux cas, les identités et les liens sociaux sont affectés. Comment donc favoriser l'inclusion des plus vulnérables? Comment améliorer le climat des établissements à des fins de prévention des violences? Donc ces questions rencontrent des enjeux à la fois anthropologiques, psychologiques, éthiques et pédagogiques. D'un point de vue méthodologique, j'aborde ces thématiques à travers les recherches en sciences de l'éducation, bien entendu, et aussi mes propres travaux, entretien d'enseignants, observation de classe, entretien de parents concernés par le handicap, analyse de récits d'assistants d'éducation concernés par la violence en milieu scolaire. Pour travailler le handicap, j'ai privilégié le terrain de l'école maternelle parce que si les obstacles aux pratiques inclusives sont déjà repérables à ce niveau du cursus, ils vont aller en s'amplifiant au fur et à mesure qu'on s'élève dans le cursus scolaire. Sur le terrain du collège, j'ai travaillé les conflits et violences parce que c'est le niveau le plus touché par ce type de difficultés pour des raisons que l'on connaît, que l'on devine, d'abord liées à l'âge des élèves. J'ai mobilisé le concept d'entre-deux dans de nombreuses recherches, notamment des recherches collectives aussi sur la coordination médico-sociale avec mon collègue Nicolas Guériman, sur l'inclusion des élèves autistes avec mon collègue Thierry Elie, et tout récemment sur la santé et ressources des chômeurs avec ma collègue Virginie Altos. Le concept d'entre-deux est le fil conducteur de mes recherches. Je tiens l'entre-deux de Daniel Sibony, philosophe et psychanalyste, auquel je dois d'ailleurs l'écriture de la préface de mon livre, et je l'en remercie. Dans son ouvrage fondateur intitulé « Entre-deux, l'origine en partage », Sibony pose la question de la rencontre avec autrui dans les situations inconfortables où trouver place n'est pas chose facile, entre autres. L'entre-deux adolescent, l'entre-deux du chômeur, l'entre-deux langue, l'entre-deux culture. L'entre-deux désigne des passages difficiles et risqués où l'identité vacille. Celui qui vit la situation de l'entre-deux est en quête d'une place. Transposée au champ de l'éducation, la quête d'une place, on voit bien qu'elle est fondamentale, surtout en contexte scolaire, où les difficultés de l'accueil de l'altérité, l'altérité, l'autre, qui peut altérer ma personne, sont largement corrélées avec la plainte du manque de place. Le manque de place est matériel, souvent, mais aussi surtout symbolique.
Il touche un public plus large que celui qui s'inscrit dans le champ du handicap au sens de la loi juridique. Le handicap va bien au-delà du sens restreint de la loi, et comme le dit ma collègue Sylvie Cana de l'Université de Montpellier, j'aime bien cette petite phrase, l'égalité des chances, c'est d'avoir toutes les chances de vivre son inégalité par rapport à la loi, sans que la loi sociale en fasse une situation de hors-la-loi ou de handicap. Le risque d'exclusion est aussi un risque, comme on le voit, d'exclusion de l'intérieur, pour reprendre la formule de Bourdieu en 1993. Je tiens à préciser que le terme de handicap désigne les conséquences d'une anomalie de la personne dans la vie de tous les jours, ce qui touche les problèmes d'accessibilité au sens large et de participation aux espaces collectifs ouverts à tous. Il ne faut pas restreindre l'accessibilité au sens matériel du terme, ni réduire le handicap à l'image de la personne en fauteuil, comme l'indique le logo dans l'espace public. Signalons au passage que l'aveugle préfère les trottoirs. Sa canne lui signale qu'il n'est pas sur la route, mais bien toujours sur l'espace piéton. Même si les personnes aveugles sont moins nombreuses que celles en fauteuil, il n'en reste pas moins que le handicap est une question pour le moins complexe et au moment de prendre des mesures collectives pour réduire les handicaps individuels. Je tiens aussi à souligner qu'il faut distinguer le handicap de la déficience. La déficience concerne l'aspect biomédical de la personne, donc la médecine. En revanche, l'accessibilité universelle, la prévention des handicaps et de l'exclusion relève bien du travail des professionnels de l'éducation et de la formation et de l'accompagnement. Dans l'analyse de ce qui fait handicap, le sociologue Erving Goffman est l'auteur qui m'a le mieux aidé, le mieux guidé pour penser les aspects sociaux du handicap. Goffman analyse le handicap à travers le regard qu'un groupe social porte sur un autre groupe social. Dans son ouvrage de référence Stigmate, il définit l'individu stigmatisé comme porteur d'une différence collectivement conceptualisée. Ainsi, le mot stigmate sert à désigner un attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir en réalité que c'est en termes de relations et non d'attributs qu'il convient de parler. Le stigmatisé résulte d'un point de vue socialement construit en vertu de normes qui influent sur la rencontre. Dans cette perspective, le handicap n'est pas une caractéristique de la personne, mais un produit de l'interaction entre la personne et son environnement, et le regard de l'autre et des autres fait pleinement partie de cet environnement. Parmi les multiples handicaps, le handicap psychique est de loin le plus discriminé. Dans l'ensemble de la société, le malade cancéreux, on le plaint, le malade mental, on le craint, parfois au point même de vouloir s'en débarrasser à tout prix. Le poids de la stigmatisation pèse fortement sur les troubles de la santé mentale. C'est un handicap qui fait peur, qui suscite la circonscription, la méfiance à l'égard d'une altérité abusivement considérée comme radicale et irréductible. En effet, on évoque volontiers la communauté sourde avec sa langue, la LSF, une véritable culture sourde. En revanche, on ne verra pas se former des groupes se réclamant d'une culture du handicap mental, des troubles des fonctions cognitives ou psychiques. La description même d'un individu avec de tels troubles est utilisée comme un outil socialement efficace pour le discréditer. Les conséquences des troubles mentaux dans la vie quotidienne sont donc immenses pour les personnes concernées. Ça peut même devenir la cause principale de la souffrance psychique. L'environnement est donc appelé à jouer un rôle fondamental pour aggraver ou réduire le handicap. C'est pourquoi j'ai développé le concept d'entre-deux qui parle de la rencontre, mais dans un langage courant, c'est le flou, l'indécision, l'inconfortable, l'évitement des extrêmes, et dans les sciences humaines, c'est un paradoxe, un espace de créativité selon Winnicott, psychanalyste anglais, un espace de liminalité selon Robert Murphy, anthropologue devenu tétraplégique,
un espace de rencontre avec le différent, selon Daniel Sibony. L'entre-deux est très présent dans les travaux sur l'éducation, mais il apparaît toujours en creux, le plus souvent, dans une zone limite au-delà de laquelle il serait dangereux de s'aventurer. La littérature pédagogique est riche sur la nécessité d'éviter les positions extrêmes, les dérives préjudiciables aux personnes à éduquer ou à accompagner. Il en est ainsi de tout remède. À forte dose, il peut devenir toxique, il est précieux à faible dose. J'intègre cet aspect de l'entre-deux dans la posture de prévention en référence à Freud, qui recommande une attitude éducative souple, ni rigide, ni laxiste, dans un objectif de prévention des maladies mentales. De même, Anna Freud, une pédagogie du juste milieu, entre trop peu de présence et trop de présence, à l'image de la mère suffisamment bonne de Winnicott, adéquate sans plus. Le ni freudien, ni rigidité ni laxisme, et le suffisamment winnicottien fournissent des points de repère précieux à tout adulte impliqué dans l'éducation, qu'il soit ou non professionnel. C'est au contact des difficultés scolaires et sociales que le risque d'excès et de dérive est le plus important. C'est ce que j'appelle les publics de l'entre-deux, autrefois appelés publics de l'éducation spécialisée. Il s'agit de les rencontrer avec une entrée en relation par les points communs qui font lien et non par les différences qui divisent. Trouver l'entre-deux, c'est trouver ce qui fait lien pour que chacun trouve sa place. Les projets éducatifs et la pédagogie n'interviennent que dans un deuxième temps, lorsque le sujet à éduquer et à accompagner a été rencontré. Je vais maintenant analyser plus finement trois formes d'entre-deux, telles que je les développe dans mon livre, les passages, les identités et la rencontre. Les passages difficiles ou risqués, Sibony parle de la condition du chômeur et de l'adolescent, et il dit ils sont tous les deux sous le signe de l'entre-deux, entre eux n'avoir rien à faire pour le chômeur et l'impuissance à faire pour l'adolescent. Ils sont tous les deux exposés au même vide symbolique. Tout est affaire de place. Ils doivent se dégager de la passivité, se déplacer pour faire de leur état un passage, passer l'épreuve. L'enjeu est triple, éviter l'impasse, passer et finalement trouver place. Grandir, apprendre, suppose des passages successifs, avec des difficultés pour certaines périodes qui ne sont pas sans répercussions sur les apprentissages et la vie scolaire. L'entre-deux concerne aussi l'identité et l'articulation à l'autre, l'entre-deux culture, à propos des enfants d'origine étrangère, les exils d'origine, entre deux langues, entre deux cultures, sans pour autant restreindre la situation à celle des immigrés ou des déplacés. On a tous à nous dégager, à se dégager de nos origines pour aller vers le monde universel, vers la culture universelle. En contexte scolaire, le passage de la famille à l'école, c'est un entre-deux que j'appelle familial et scolaire, est un point sensible. L'entrée à l'école maternelle oblige l'enfant à se distancier des identifications parentales, à se décoller de ses origines pour accéder à un monde social à dimension universelle. Apprendre, c'est changer, c'est devenir un sujet à part entière. Apprendre en groupe, c'est être soumis aux comparaisons avec les autres du même âge, dans le jeu des évaluations successives. Inutile de dire que c'est la personnalité totale qui est engagée dans les apprentissages scolaires, avec son histoire, ses affects, et pas seulement la part cognitive du sujet. L'adolescence est une autre période à risque, un passage plus ou moins difficile. Il faut là encore s'autonomiser, se responsabiliser, lutter contre les angoisses et l'invasion pulsionnelle. Certains psychologues disent qu'il faudrait accorder aux adolescents un congé spécial pour cause de puberté, ce qui est loin d'être le cas dans le système scolaire actuel. Il est difficile pour les professionnels comme pour les parents de communiquer avec les adolescents avec le double risque, lâcher lorsqu'il faut tenir et tenir lorsqu'il faut lâcher. La responsabilité des adultes est clairement engagée dans le franchissement de ces passages et comme le dit Sibony,
Il en revient souvent aux instances parentales et instituées d'aider à constituer les termes même de l'entre-deux pour en permettre le franchissement, tout comme il faut des rives au fleuve pour y faire le projet d'un pont. Les passages méritent donc d'être accompagnés pour en atténuer les effets douloureux. La deuxième forme d'entre-deux porte sur des aspects particuliers de l'identité lorsque les différences comportent des risques d'exclusion. C'est la position d'exclus potentiels tels que le montrent les parcours jalonnés d'obstacles à surmonter par les élèves en situation de handicap. Passer l'entre-deux est pour l'enfant et sa famille une épreuve qui se répète à chaque passage, de la poussette au fauteuil, de la maternelle à l'Ulysse école ou de l'Ulysse à l'établissement spécialisé à l'IME. La clinique du handicap montre que la rencontre avec l'autre ne va pas de soi, contrairement aux différences qui sont perçues d'emblée. Les points communs ne se donnent pas à voir tout de suite. Simone Korf-Sausseux, psychanalyste et professeur à Paris 7, écrit à propos de l'autre avec un handicap: « S'il me ressemble, il est un miroir dans lequel je risque de reconnaître une part de moi-même que je n'admets pas, voire qui me fait horreur. Plutôt que de revendiquer le droit à la différence, il est donc beaucoup plus dérangeant de réclamer le droit à la ressemblance. L'autre est celui qui risque d'altérer ma personne, mais l'autre n'est jamais totalement autre. Il est aussi mon semblable dans lequel j'ai quelque chose en commun, mais pour cela, il faut reconnaître l'autre en soi pour atténuer le vécu d'étrangeté radicale que peut susciter la rencontre. » Sibony propose un autre regard sur les différences, donc à partir des points communs. C'est l'espace d'entre-deux, dit-il, qui s'impose comme un accueil des différences qui se rejouent. Donc il critique l'idée de frontière ou de trait avec un dedans et un dehors qui paraît tout à fait insuffisante. C'est un cadre précieux pour penser la différence. Penser l'entre-deux, c'est en effet penser la différence comme une variante de la normalité, comme une autre modalité possible de l'humain. Un travail similaire du pensée est à faire face à la violence des élèves, qui peut être comprise comme une réponse, une réaction au sentiment d'exclusion, au manque de place. C'est aussi au niveau des violences subies que le handicap et la violence trouvent des points de convergence. La violence et le handicap exposent le sujet à l'exclusion sociale et l'invasion pulsionnelle pousse à des passages à l'acte à répétition. L'invasion pulsionnelle fait violence, le manque de mots pour verbaliser ses émotions. La seule voie praticable est de déplacer les réponses du registre pulsionnel au registre symbolique en s'appuyant sur les mots, les récits. Les liens sont étroits entre violence et angoisse, violence et processus identitaire, violence et sentiment d'injustice. Une situation relationnelle à enjeu narcissique, une clôture qui amène l'agression. Et toutes les recherches sur le climat scolaire montrent que le passage de la violence-angoisse à la violence climat-sociale est vite franchi. Comme l'angoisse, la violence est contagieuse. Le sentiment d'appartenance, de cohésion et de cohérence sont les ressorts d'un climat social serein. J'ai parlé de la difficulté de la rencontre sous ses différentes formes en contexte scolaire. Dans mon livre, j'analyse la rencontre élève-savoir, élève-enseignant, élève-groupe, sans oublier la rencontre école-parents, les parents étant des acteurs invisibles du champ éducatif, mais néanmoins symboliquement présents. Les rencontres manquées sont étroitement liées au manque de place, réel ou symbolique. Après avoir analysé les obstacles, j'ai cherché les moyens de les surmonter par une posture professionnelle, que j'appelle donc de l'entre-deux, en référence à Sibony. Trouver l'entre-deux, c'est avoir été rencontré. Et évidemment, compte tenu du caractère asymétrique de la relation éducative, c'est à l'adulte que revient l'initiative de trouver l'entre-deux pour rencontrer son élève, rencontrer les jeunes ou les personnes à accompagner.
L'entre-deux est un espace d'articulation de la différence et de la ressemblance. Le terme de posture que j'emploie est souvent utilisé, mais rarement défini. Au sens concret du terme, il s'agit sur le plan corporel d'une façon de se tenir, mais aussi en sciences humaines, une attitude de corps et d'esprit. Pour ma part, j'intègre à ma définition de la posture les éléments préconscients et inconscients faisant partie de la communication, et je définis la posture comme une orientation constante du penser. La posture n'est pas figée, la posture ne s'exprime que partiellement par des mots, contrairement à l'attitude. La posture engage la personne dans une interaction avec l'autre. Du penser plutôt que de la pensée, là encore, en raison des éléments qui dépassent le registre conscient. La pensée est consciente, le penser est orienté par des éléments inconscients, plus ou moins indépendants de notre volonté et qui s'expriment en premier lieu par le non-verbal. La posture de l'entre-deux est axée sur les points de rencontre. Et là, je convoque le philosophe Olivier Reboul qui dit « On admettra que la rencontre est une valeur, car par elle, on accède à l'universel. Je plaide pour une éducation de la rencontre, par et pour la rencontre. » C'est la rencontre au sens plein, au sens fort du terme. Il faut garder à l'esprit que par-delà nos différences, nous sommes tous le résultat d'une éducation, donc de rencontres et de liens. La posture, l'entre-deux comme posture, nous invite à dépasser les clivages identitaires. Par exemple, comme dit Sibony, handicapés, non handicapés, français immigrés et autres couples pervers qui renvoient à ce couple pervers plus fondamental, à savoir identité, différence. Penser l'entre-deux, c'est au contraire laisser du jeu, J-E-U, dans les espaces, entre moi et l'autre, pour que l'autre construise son jeu, J-E, et on s'ouvre ainsi ensemble au tiers. Face au handicap, la posture de l'entre-deux repose sur une lecture en positif de la réalité humaine, c'est-à-dire, comme le dit l'anthropologue Charles Gardou, un regard sur cette réalité à partir de ce qui s'y passe et non à partir de ce qu'il manque. Il faut rompre avec la vision défectologique du handicap et garder à l'esprit qu'on peut faire émerger les potentialités et que chacun n'est jamais handicapé en soi, mais toujours par rapport à des normes en vigueur dans une situation donnée. Gardou propose de transformer le cogito cartésien « je pense, donc je suis » en « je suis reconnu, donc j'existe ». Le refus de l'étiquetage vise donc à désinsulariser le handicap face à l'autre, en situation de vulnérabilité. Gardou dit que nous avons moins à le connaître qu'à le reconnaître au quotidien comme un être de dignité ne pouvant se vivre que dans la relation aux autres. Ce qui importe, c'est bien la reconnaissance dans et par le lien social. Donc, je plaide en faveur d'une approche interactive et situationnelle du handicap, conformément d'ailleurs à celle adoptée par la politique d'éducation inclusive au plan international depuis la loi de 2005. Dans la perspective inclusive, je me suis intéressée aux besoins éducatifs pour tous, plutôt qu'aux besoins éducatifs particuliers, parce que la plupart du temps, quand on pense besoins éducatifs particuliers, on radicalise et on isole, on découpe, on parcellarise et on occulte le sujet dans sa globalité, son unicité, sa subjectivité. Donc je m'intéresse d'un point de vue anthropologique aux besoins éducatifs pour tous. J'ai identifié à peu près 3 types de besoins, je dis à peu près parce que c'est pas forcément exhaustif, mais c'est ce qui m'apparaît le plus important, la lutte contre l'angoisse, les apports narcissiques et les liens sociaux. L'angoisse fait partie de la réalité humaine, avec les mécanismes de défense plus ou moins adaptés pour y faire face. Le narcissisme alimente la confiance en soi, on a tous besoin d'estime de soi et d'apports narcissiques, de sources de valorisation.
Et enfin, les liens sociaux, car nous sommes des êtres sociaux dès l'origine et nous nous construisons grâce à des supports identificatoires. Nous nous construisons ainsi comme sujet. L'école, en tant que lieu d'éducation, est concernée par ces trois plans de l'expérience humaine, la lutte contre l'angoisse, les nourritures narcissiques et les liens sociaux. Les premières réponses aux besoins humains pour tous, qui conduisent à s'humaniser, sont tissées au sein des fonctions maternelles et paternelles. Donc je parle de fonctions qui jouent un rôle dans un ensemble et pas forcément des personnes qui les portent. La fonction maternelle est associée à un sentiment de sécurité de base nécessaire pour la construction du moi. Ça suppose de faire le deuil de la toute-puissance et de pouvoir vivre en autonomie, hors de la fusion maternelle. Souvent, les enfants en grande difficulté dans leur rapport au savoir veulent tout savoir tout de suite. Ils sont dans une insécurité interne et une souffrance qui les mettent en difficulté pour affronter le doute et le manque liés à la situation d'apprentissage. Quant à la fonction paternelle, son rôle est de séparer l'enfant de la fusion maternelle pour le porter vers le monde extérieur. Elle est porteuse d'autorité, mais aussi de protection. Les limites, les interdits, mais aussi la protection. Et lorsque la fonction paternelle est défaillante, elle peut l'être par inexistence, par défaut, absence de limite, ou par excès, une fonction qui donc est terrorisante et qui marque une absence de protection. Faut pas oublier que le laxisme, le laisser-faire, peut avoir des conséquences néfastes en éducation, tout comme l'abus d'autorité. C'est dans l'entre-deux des limites et des protections que s'exerce la fonction paternelle, sa défaillance faisant courir le risque des passages à l'acte, des pulsions destructrices et autodestructrices. Le pire des cas se présente, dit Sibony, lorsque l'absence physique du père est redoublée par son absence dans le langage. Alors, le corps veut suppléer la mémoire vide, il la prend en charge, y compris dans le passage à l'acte. Remplaçons, comme dit Roussel, le passage à l'acte par un acte de passage. L'école représente la fonction paternelle, elle est porteuse de la culture et du lien social, mais elle ne doit pas ignorer non plus la fonction maternelle, car les apprentissages sont tributaires d'un sentiment de sécurité interne, comme on le voit en petite section de maternelle où un certain nombre d'enfants ont besoin de leur doudou pour supporter la séparation du milieu maternel. Il nous faut réfléchir aux besoins éducatifs pour tous, aux conditions d'accès à la saveur des savoirs, pour reprendre l'expression de mon regretté collègue Jean-Pierre Astolfi. C'est ainsi que je me suis attachée au lien à construire en contexte scolaire. Donc il y a trois formes de lien: le lien au savoir, le rapport au savoir, le lien aux enseignants, qui est un lien d'identification, et le lien qui unit les élèves entre eux, le lien groupal. Pour agir contre l'exclusion, il faut agir sur les liens à construire et les tenir dans la durée. Et ça, c'est l'essentiel du travail de l'enseignant, maintenir les liens entre les personnes et les savoirs dans une véritable fonction humanisante, transmettre un savoir pas seulement disciplinaire, mais aussi sur la condition d'être humain. Comme dit Edgar Morin, il importe d'enseigner la compréhension, car il ne peut y avoir de progrès dans les relations entre individus, nations, cultures, sans compréhension mutuelle. L'appropriation des savoirs met en jeu trois processus psychologiques: symbolisation, défense contre l'angoisse de séparation et processus d'identification. Lorsque ces processus ne fonctionnent pas, ça n'est pas irréversible, on peut trouver les moyens d'en permettre le déclenchement. Ce n'est pas simple non plus, car le binôme développement-apprentissage comporte des aléas et des risques. La première condition de l'apprentissage, c'est d'entrer dans le monde des symboles. Il faut être conditionné dans un sentiment de sécurité, dans un environnement suffisamment bon pour habiter la réalité, la transformer. Lecture, écriture, mathématiques font appel aux capacités de symbolisation. Pour entrer dans le monde des symboles, il faut être en mesure d'accepter ses manques.
et surtout de s'accepter comme un être de manque. L'entre-deux renvoie au manque, et le manque, c'est l'ouverture qui laisse du jeu, J-E-U, et du jeu J-E, dans nos espaces. Le manque est nécessaire, mais il peut aussi être menaçant pour l'identité, notamment pour les enfants et adolescents souffrant d'un manque de place dans leur famille ou à l'école. C'est alors qu'ils sont totalement absorbés par la quête d'une place et qu'ils sont en souffrance et non disponibles pour accéder à des savoirs nouveaux. Lorsqu'on a accepté l'idée d'être un être de manque, donc de désir, le désir naît du manque, encore faut-il être en mesure d'évoquer l'absent et ne pas se laisser submerger par l'angoisse d'abandon. Lecture et écriture sont les meilleurs exemples. Lire, écrire, c'est évoquer l'absent, se le remémorer, évoquer des lieux et des espaces différents du présent immédiat, hors de l'ici et maintenant. Ça suppose la capacité de se séparer de l'environnement maternel, d'accéder au monde et d'assumer un point de vue. La question de l'acceptation du manque et de l'absence est liée à la capacité d'être seul, selon Winnicott. Entrer sans trop d'angoisse dans le monde des symboles, c'est accepter la séparation, donc ce qu'on appelle l'autonomie du système représentatif qui favorise l'entrée dans le monde des symboles. C'est ainsi qu'on peut s'ouvrir à la rencontre avec les savoirs sans trop de risques. Les capacités de symbolisation sont sollicitées aussi dans le vivre ensemble, dans ce qu'on appelle la socialisation, et on découvre aussi d'autres enjeux importants qui consistent à favoriser les liens d'identification à la fois aux enseignants et aux groupes de pairs. L'identité se construit dans l'entre-deux des processus d'identification, un processus selon la conception freudienne, inconscient, par lequel le sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut et se transforme sur le modèle de celui-ci. La personnalité se constitue et se transforme, se différencie par une série d'identifications, donc toujours par rapport à l'autre, qui participe à la construction du sujet. Les parents sont les premiers modèles d'identification, mais les enseignants sont invités aussi à être des modèles d'identification par la suite, ne serait-ce que par un trait particulier. On a envie de ressembler à tel ou tel enseignant. Les jeunes sont en recherche de modèles d'identification. Ils sont autant en recherche d'ailleurs de limites que de liens. Il importe de favoriser les liens d'identification, c'est-à-dire dans la construction identitaire, il faut savoir qu'il faut éviter à tout prix de créer chez les enfants dont on a la charge en tant que professionnel ce qu'on appelle des conflits de loyauté, à savoir c'est changer grâce au savoir ou à cause d'eux, c'est accepter d'être changé par d'autres, donc les enseignants, et apprendre, c'est toujours pour l'élève risquer de trahir sa famille, de s'identifier en dehors, voire contre ses parents. Et Sibony explique ainsi le lien entre la question des origines et celle de l'inhibition intellectuelle, qui éclaire d'autres formes d'inhibition, la peur de comprendre des choses qui risquent d'atteindre l'intégrité de l'origine. Donc se décoller de l'origine pour aller vers la culture savante, la culture universelle, peut amener certains enfants à se trouver dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, une notion assez inadéquate parce que la loyauté est une qualité humaine et qu'ici on parle de mécanismes inconscients et préconscients. Son usage actuel est assez abusif et ne tient pas compte des aspects inconscients de l'attachement qui unit l'enfant à ses parents. C'est la face invisible, disons, du conflit de loyauté. La face visible, elle se traduit par des reproches en famille face à une différence enviable. Certains enfants issus de milieux populaires se sont vus un jour sentis blessés par des propos accusateurs, leur reprochant de se croire supérieurs en raison de leur diplôme acquis, étant donné qu'ils ont dépassé les parents, mais ils n'ont pas
pour autant manquer de loyauté envers eux. Ils se sont simplement autorisés inconsciemment à se différencier d'eux, quitte à susciter l'envie, au sens l'envie destructrice que Mélanie Klein accorde à ce concept. La relation pédagogique n'est jamais neutre et le rapport au savoir est chargé d'affect. Ainsi, un lien fort à un enseignant peut amener un élève à adorer telle ou telle matière. En revanche, à l'inverse, une matière peut être complètement délaissée, voire détestée, en raison d'une défaillance des processus d'identification à l'enseignant. La rencontre est alors manquée, autant avec la personne de l'enseignant qu'avec la matière enseignée. Il arrive que l'enseignant lui-même fasse barrage au processus d'identification. L'exemple le plus courant, le plus illustratif, consiste dans le déni des difficultés. Une posture qui s'exprime par des mots comme c'est facile ou c'est pourtant facile. Lorsqu'un élève se trouve en difficulté face à un exercice ou à un problème à résoudre, cette posture bloque la rencontre, empêche les processus d'identification et au final incite davantage au découragement qu'à l'effort. Mieux vaut reconnaître la difficulté et dire oui, je reconnais que c'est difficile. J'ai rencontré aussi ces difficultés, mais j'ai travaillé et j'ai réussi à les surmonter. Je sais que toi aussi tu peux y arriver avec du travail. Ne pas nier les difficultés, soutenir les efforts, trouver des points communs, désamorcer le découragement. Je tiens à préciser que l'entre-deux n'est pas un concept mou. C'est un vrai choix éducatif au service de la prévention. Plutôt que de développer des pratiques spécifiques face au handicap ou des pratiques répressives face aux violences, je fais le choix d'une pédagogie préventive axée sur les liens sociaux. C'est d'autant plus difficile, on l'a vu, avec le handicap psychique, mais le handicap psychique est également non seulement discrédité dans la société, mais est également le plus redouté des enseignants. Les réponses pédagogiques, d'ailleurs, en termes de compensation, sont très mal adaptées. Comment se compense un handicap psychique? Voilà un problème pour le moins épineux lorsqu'il s'agit non pas de combler un manque, mais de résoudre un mal-être. Et là, je convoque le sociologue du handicap et de l'éducation spécialisée, Bertrand Dubreuil, qui dit « Il faut des réponses éducatives en termes de suppléance plutôt que de compensation, un soutien pluriel avec des aspects thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques dans le cadre d'un suivi en coopération avec d'autres établissements et services, internats, semi-internats, CESAD. Et l'école ordinaire toute seule est évidemment pas capable de répondre à tous ces besoins. Sur le terrain de la violence scolaire, la question des micro-violences à répétition interroge aussi la question des liens d'identification et des liens au groupe de pairs. La question se pose, quelle défense psychique mobiliser pour prévenir les violences issues des angoisses groupales? Autrement dit, comment rétablir le lien défaillant? Je me suis penchée vers le concept d'illusion groupale de Didier Anzieux et René Caès, psychanalyste et professeur de psychologie clinique. L'illusion groupale, c'est le sentiment d'euphorie que les groupes éprouvent à certains moments. Nous sommes bien ensemble, nous sommes un bon groupe, un sentiment de bien-être intense et en même temps de bonne image partagée du groupe. L'illusion groupale, c'est un moteur de cohésion et en même temps un mécanisme de défense contre les angoisses. Bon, poussée à l'extrême, elle peut être dangereuse pour l'extérieur du groupe, mais elle est nécessaire dans une moindre mesure. Elle répond aux besoins de sécurité contre l'angoisse de morcellement de l'identité personnelle dans les groupes, qui, d'ailleurs, on voit bien dans les groupes comment on essaye de rompre l'anonymat pour se sentir plus en sécurité, de disposer les tables en cercle fermé, comme un ventre maternel, une table ronde, qui va être à la fois susciter un sentiment de sécurité, d'unité, et qui va être propice à un bon climat de groupe.
Et ce concept d'illusion groupale me fait penser à l'espace transitionnel de Winnicott, comme le jeu. L'illusion groupale permet d'articuler le réel et l'imaginaire. On est dans le réel, mais on est dans un espace clos, entre parenthèses, on est bien dans notre groupe. L'illusion groupale, c'est un élément clé de la lutte contre l'angoisse. Le soutien mutuel et la mise en commun des compétences est possible en processus d'identification au groupe de pairs, hein, PAIRS, c'est-à-dire les autres du même âge. Le leader est un bon leader lorsque le groupe est un bon groupe et les processus d'identification fonctionnent. Tout enseignant est appelé régulièrement à remobiliser l'esprit de corps, la cohésion du groupe, ce qui unit les élèves. L'union fait la force, ce qui rappelle qu'un groupe désuni n'est pas efficace. Donc, mobiliser l'esprit de corps, rappeler que chacun a sa place dans le groupe, donc favoriser les processus d'identification au groupe de pairs, ce qui suppose aussi d'ailleurs de lutter contre sa propre peur du groupe classe par une mise au travail de sa capacité d'être seul face au groupe. C'est aussi un problème pour l'enseignant. Dans les groupes déjà porteurs d'une image négative, l'école n'est pas toute puissante. Trouver l'entre-deux est une tâche particulièrement difficile avec des groupes formés sur la base de stigmates de type difficulté scolaire. Que faire? Sortir de l'image stigmatisante, de la déficience intellectuelle, trouver des points communs positifs, miser sur des projets communs, valorisés et valorisants pour le groupe. Toujours articuler le même et l'autre, dans l'entre-deux de la rencontre. Rencontrer l'autre est nécessaire, c'est la politique des ULIS, hein, les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Donc, on décloisonne, on crée des dispositifs qui vont aller vers les autres classes, vers le même, vers la norme, rencontrer l'autre, les élèves dits ordinaires, mais en même temps, on a aussi besoin de rencontrer le même que soi. Daniel Calin, formateur d'enseignants, dit bien que, attention, les enfants ont besoin d'expérience de la parité pour arriver à une socialisation psychique et qui se construit à travers les interactions entre pairs. L'enfant en situation de handicap ne doit pas être dans un groupe comme le handicapé du groupe, mais doit pouvoir se construire à travers des interactions entre pairs qui soient dans un esprit de parité, hein, des relations égalitaires. Surtout, faut pas qu'il soit intégré comme le handicapé du groupe dans des relations dissymétriques, auquel cas il serait privé de l'expérience de la parité et par conséquent de socialisation psychique, ce qui génère du surhandicap pour les enfants concernés. Je pense aux liens d'équipe aussi, hein, prévenir les handicaps et les violences, c'est une affaire de liens dans les groupes, mais aussi dans les équipes, et j'ai travaillé là-dessus sur le cadre institutionnel qui illustre l'entre-deux dans sa dimension groupale dans les équipes. Et mes recherches portent sur les assistants d'éducation au carrefour de 3 types d'entre-deux, des acteurs de l'entre-deux, entre les élèves et l'institution, les conflits qu'ils ont à gérer, ce sont des situations de l'entre-deux, entre des protagonistes en opposition, et l'entre-deux du cadre institutionnel, un espace dans lequel va se jouer la gestion des conflits. Le cadre, hein, je rappelle, c'est par définition ce qui soutient et ce qui structure. Le cadre en entreprise, le cadre d'une bicyclette. Donc, le cadre institutionnel est très intéressant, très important pour lutter, pour prévenir les violences. Et je m'intéresse à la façon dont les assistants d'éducation disent qu'ils ont été soutenus ou pas par l'équipe, comment ils ont vécu les conflits qu'ils ont eus avec des élèves et comment ils ont perçu le cadre institutionnel.
j'ai trouvé une typologie des dysfonctionnements des cadres institutionnels qui sont fragiles, inconsistants ou défaillants. Dans le cadre fragile, l'assistant d'éducation affiche une attitude inadéquate, par manque d'informations sur la situation. Un conflit marqué par des insultes racistes entre deux élèves a éclaté le matin dans un cours, impliquant l'enseignant, les surveillants, la directrice, sans être réglé à la demi-journée. Ne travaillant que l'après-midi, l'assistante d'éducation se retrouve postée à la grille, mêlée à une situation qui s'envenime au point d'impliquer les habitants du quartier. Elle prend alors une décision dans l'urgence sans disposer des éléments qui lui permettent d'intervenir sans trop de risques. Par manque d'information, elle se retrouve la cible de violences groupales. Le manque de circulation de l'information peut avoir des effets redoutables dans une équipe. Dans la catégorie cadre inconsistant, l'assistante d'éducation a une attitude inadéquate par manque de cohérence dans l'application des règles. Elle raconte qu'un élève, souvent sanctionné en raison de ses transgressions multiples, n'a pas sa carte de cantine à présenter obligatoirement au réfectoire. Il refuse de se soumettre au prétexte que ce manquement à la règle n'était pas habituellement sanctionné. En effet, l'assistante d'éducation avoue avoir refusé ce jour-là ce qu'elle avait accepté la veille et ce que sa collègue assistante d'éducation acceptait régulièrement sans discuter. Donc, des attitudes différentes face à un même fait, inconsistance des règles, application aléatoire, manque de cohésion dans l'équipe, effraction répétée du cadre institutionnel, car la règle instaurée par la conseillère principale d'éducation était bien de présenter sa carte de cantine. Le cadre défaillant, donc l'inconsistance des règles, évidemment, nuit à la cohésion et au respect des règles et du cadre institutionnel. Dans la catégorie cadre défaillant, l'assistante d'éducation a une attitude tout à fait adéquate face à un élève en train d'en agresser un autre. Mais elle n'est pas relayée ni soutenue par sa direction, qui prend une position inverse face à l'adolescent transgresseur venu soutenu par son père en renfort avec un comportement également violent. Donc l'assistante d'éducation raconte qu'elle est intervenue ce jour-là dans la cour pour arrêter l'agression et finalement elle s'est fait insulter. Elle se retrouve à son tour victime, sa parole est discréditée et la loi n'est pas réhabilitée, ce qui jette un discrédit profond sur la loi et le cadre institutionnel se trouve complètement ruiné dans sa globalité. Les incidents présentent le risque de s'aggraver, de se perpétuer, de se multiplier tout au long de l'année scolaire. C'est riche d'enseignements, ces situations nous montrent que l'assistant d'éducation ne doit pas se sentir isolé, déconnecté de l'institution, mais au contraire, soutenu par le cadre et porté par une équipe cohérente et cohésive. De même que ce dernier cas montre aussi la nécessité de tenir compte du narcissisme parental, sachant que la rencontre est à haut risque avec des parents convoqués pour ce type de fait, et je mets convoqué entre guillemets. Cette rencontre est à haut risque lorsqu'on ne connaît pas du tout les parents et à très haut risque lorsque s'ajoute un troisième facteur, à savoir un décalage important entre la culture familiale et la culture scolaire. Dans ces situations plus que dans tout autre, il faut pouvoir s'appuyer sur un cadre institutionnel solide. Lorsque les dysfonctionnements perdurent, le cadre ne se rétablit que partiellement, le climat scolaire est fragilisé à plus long terme et les personnels ne se sentent pas en sécurité. Suite à d'ailleurs des situations de conflit au départ banales, on voit que les assistants d'éducation peuvent très vite se trouver discrédités dans un état dépressif, en arrêt de travail pour cause de burn-out. Dans ce même contexte, on retrouve des parents, des enfants en position de toute puissance, dans un climat d'impunité, d'insécurité, où règne la loi du plus fort, c'est-à-dire l'absence de loi. C'est ce qui pousse aussi les victimes à s'enfermer sur le repli sur soi, dans le repli sur soi, ou au contraire,
à chercher à se venger en devenant violents à leur tour. Pourquoi pas d'ailleurs aller chercher le renfort d'un camarade, d'un frère, d'un parent pour rendre la vengeance plus efficace, se lever la nuit pour taguer les murs du collège avec un camarade, lui aussi en révolte contre l'institution. Donc, lorsqu'un cadre institutionnel est défaillant, il fait le lit des violences futures, ceci quel que soit le profil sociologique des élèves accueillis. Si le cadre est maintenu dans l'impensé, les élèves se sentent dans l'insécurité, vont alors provoquer de nouvelles attaques défensives de plus en plus bruyantes, des violences répétées plus fréquentes et plus dures. Par-delà le profil individuel des professionnels, donc c'est la qualité du cadre qui agit sur le long terme pour la prévention des violences avec une fonction contenante de réassurance lorsqu'il a été effracté et il est porteur d'autonomie, libère la fonction symbolique. Le soutien mutuel donc est très important, la cohérence dans l'application des règles, les points communs, cohésion, et les points de rencontre, cohérence, propre au concept d'entre-deux. Un cadre solide est soutenu par des équipes cohésives et cohérentes. Tenir le cadre, c'est un travail d'équipe en amont. Les membres des équipes éducatives doivent se coordonner et s'entendre sur ce qu'ils exigent, le minimum exigible, et sur ce qu'ils refusent. Et les liens sociaux doivent être rétablis après effraction du cadre. Alors, je préfère parler de posture plutôt que de dispositif. Je vais vous dire pourquoi. Je vais donner deux exemples de dispositifs. Les dispositifs de remédiation destinés aux élèves en difficulté scolaire et les dispositifs de vidéosurveillance qui ont pour vocation de prévenir les violences. Alors, les dispositifs de remédiation, d'abord, ce sont des transformations de surface qui dispensent le système scolaire des remises en question, évacuent l'interrogation sur les postures éducatives et pédagogiques, et plus largement sur tout ce qui touche aux aspects relationnels du métier. L'organisation scolaire en dispositif apparaît, selon Anne Barrère, sociologue de l'éducation, et je suis d'accord avec elle, une ruse de l'organisation bureaucratique elle-même, une manière de préserver sa structure d'ensemble tout en se transformant au quotidien. En effet, la pédagogie pour tous n'est à aucun moment interrogée. Les dispositifs offrent une bonne conscience à moindre coût et sans qu'il soit jugé nécessaire d'en évaluer les résultats. Mon ex-collègue et directeur de laboratoire Jean Housseil, je vais le citer, il dit c'est une pédagogie du rattrapage et de la bonne conscience. Et même si l'on sait que ce n'est pas suffisant quant aux résultats, c'est satisfaisant en termes de coût et d'intention. Il poursuit, Jean Housseil poursuit en affirmant, non sans ironie, qu'à ce titre, elle est promise à un très grand avenir. La réalité lui donne raison lorsqu'on le voit l'essor actuel des dispositifs de remédiation, de compensation, de soutien scolaire, tous au service de la bonne conscience. Les dispositifs, indépendamment des personnes, comment peuvent-ils fonctionner? C'est bien entendu une illusion. Dans les métiers de l'éducation, il est impossible d'échapper à la complexité de l'humain, de même qu'à sa responsabilité d'adulte. Le dispositif désengage les adultes, alors que la posture engage l'adulte, le sujet, les sujets dans leur interaction entre eux. Quant au dispositif de vidéosurveillance, non seulement il ne règle pas les problèmes de violence en milieu scolaire, mais dans de nombreux cas, il contribue à les aggraver. D'abord parce qu'il se fonde sur la fausse idée que la violence provient d'intrusions venues de l'extérieur, alors qu'elle se situe au cœur des établissements scolaires. Les prétendus intrus sont en général d'anciens élèves exclus de l'établissement ou, comme je disais tout à l'heure, qui vont chercher du renfort à l'extérieur pour en découdre avec l'institution. Ensuite, la vidéosurveillance est contre-productive car elle génère un sentiment d'insécurité chez les élèves, le risque inhérent étant la clôture de l'établissement.
rendre l'établissement étranger au quartier, voire même de le désigner comme une cible pour la population locale. Le remède est pire que le mal lorsqu'un dispositif engendre de nouvelles violences de type antiscolaire, cette fois donc contre l'institution. Lorsque ces dispositifs sont perçus comme de la provocation, une étude américaine citée par Éric Debarbieu montre que les mesures excessives de protection augmentent aussi la violence entre élèves. Rien d'étonnant à cela. S'il faut se protéger à ce point de l'autre et des autres, c'est que tous représentent un danger potentiel. Si le danger est partout, il faut s'en prémunir en devenant soi-même agresseur. C'est ainsi que la violence peut devenir légitime, voire même souhaitable, dans un but de protection de soi. On peut citer, pour exemple, certains parents qui conseillent à leurs enfants d'attaquer physiquement leur père dans une optique défensive. Enfin, une autre raison qui nous incite à la méfiance vis-à-vis de la vidéosurveillance, c'est la démobilisation qu'elle induit chez les professionnels. La vidéosurveillance a des effets pervers, elle démobilise le personnel de surveillance qui a tendance à s'en remettre à la magie technologique et de la démobilisation à la déresponsabilisation. Il n'y a qu'un pas. L'idée de se décharger des tâches éducatives sur des dispositifs ou sur des personnels extérieurs, donc externaliser les réponses, c'est toujours une tentation vivace en milieu scolaire. Il faut savoir qu'un dispositif n'a aucune valeur en soi. La simple présence d'un équipement ou d'une institution, ce n'est pas ça qui va entraîner une meilleure résistance à la violence, mais son appropriation par les intéressés. Donc la dérive la plus grave de la prévention que j'appelle situationnelle, c'est-à-dire on empêche le comportement d'émerger, on le voit dans l'espace public, pour pas se garer, on met des bites partout et on empêche le comportement d'émerger au lieu d'éduquer à. Ceci montre le renoncement à la parole et au lien social et au final un renoncement à l'éducation. Il faut laisser la parole aussi bien aux agresseurs qu'aux victimes pour au moins qu'ils puissent s'exprimer sur le sens de leurs actes, sinon on les prive de chances d'être compris. Donc sans parole, pas d'éducation. Il n'y a pas de prévention autre que sociale et éducative, c'est-à-dire une rencontre avec des sujets réels, sans tenter d'évacuer la complexité de la tâche, sans croire non plus qu'elle est impossible, inefficace ou inabordable. C'est ainsi que mon livre comporte aussi des enjeux de formation dans les métiers du lien et de ce qu'on appelle aujourd'hui la relation à autrui. Je vois deux volets à développer dans la formation des professionnels. Le premier volet porte sur la connaissance donc du public à éduquer ou à former, une connaissance pas seulement d'ordre sociologique, même si ces aspects sont importants, mais une connaissance qui passe aussi, dans une moindre mesure, par les classifications des anomalies de fonctionnement. Comme je disais, il vaut mieux reconnaître que connaître. Les classifications sont secondaires, c'est le point de vue biomédical, alors que là, on va parler du milieu éducatif et que le point de vue éducatif ne doit pas entrer en ligne de compte et en jeu dans le biomédical. Donc, la connaissance de son public passe par la rencontre avec des publics toujours hétérogènes, à la fois singuliers et pluriels, ce qui suppose d'avoir une certaine créativité professionnelle dans les métiers de la formation, de la relation, à autrui. La formation des professionnels de l'éducation, de la formation et du soin doit passer par la connaissance et la prise en compte de ce que j'ai appelé les besoins humains fondamentaux et les besoins éducatifs pour tous. C'est pourquoi je propose un socle commun de formation en sciences de l'éducation pour tous, avant même toute forme de spécialisation disciplinaire. Deuxième point, deuxième volet, dans un objectif préventif, c'est la connaissance de soi, un travail sur soi, sur sa posture.
Les groupes de parole, d'analyse de pratique, tels s'ils sont menés par des professionnels formés et compétents, sont des outils de soutien précieux pour la formation. Les métiers de la relation à autrui sont des métiers difficiles. Ils nous engagent en tant que personnes dans notre intimité, notre histoire, nos valeurs. Nous devons nous sentir soutenus, valorisés, reliés par un sentiment d'appartenance à un groupe professionnel. L'important est toujours de trouver l'entre-deux dans le lien éducatif comme dans le lien professionnel. Tout ça, c'est très important, ne pas se déresponsabiliser et savoir s'engager professionnellement dans la relation à l'autre, ne pas se décharger sur des dispositifs et ne pas externaliser les réponses. Pour finir cette présentation, je dirais que l'entre-deux comme posture nous invite à accepter le non-savoir sur l'autre, la non-maîtrise sur tout sujet en formation, afin de lui laisser la place pour que puisse émerger son désir propre, sa subjectivité. La posture d'accompagnement suppose d'accompagner la question de l'énigme d'autrui, comme dit Paul Fustier, professeur émérite de psychologie à l'Université de Lyon 2, accompagner la question de l'énigme d'autrui, laisser cheminer le lien. J'ai tenté donc dans mon ouvrage de relever 2 défis majeurs dans les métiers de l'éducation et de la formation, se distancier des idéaux mythiques pour être prêt à rencontrer des sujets humains réels, ce qui suppose de bien connaître son public, et se distancier des enjeux narcissiques qui bloquent la rencontre avec l'altérité, ce qui suppose un travail sur soi, gagner en solidité interne pour être en mesure de se décentrer et de rencontrer des êtres en devenir, rencontrer d'autres modalités possibles de l'humain. Par-delà ces enjeux de formation professionnelle, mon ouvrage s'adresse en réalité à toute personne intéressée par l'éducation ou simplement impliquée, bon gré mal gré, dans l'éducation, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Je vous remercie de votre attention.